Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va aller regarder dans le fond, dans le portefeuille ici du Sequoia Fund. Donc, le Sequoia Fund ici, je pense que, enfin, si vous n'avez jamais entendu parler de Juan Caniff et Goldfarb ou bien du Sequoia Fund, je vais juste vous demander de faire une seule chose. OK? Allez-y présentement sur YouTube, allez-y maintenant sur Google. Vous tapez Sequoia Fund, vous mettez à côté Warren Buffett. OK. Donc, vous allez voir ici, il en a parlé dans l'une des sélects. En fait, quand Warren Buffett fermait son partnership ici, donc parce qu'avant d'avoir Berkshire Hathaway, il avait son propre hedge fund ici, parce que Berkshire Hathaway n'est pas un hedge fund. Berkshire Hathaway ici, c'est un conglomérat, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il avait le Buffett Partnership, d'accord. Donc, dans le Buffett Partnership, excusez-moi de mon anglais, quand il a fermé le Buffett Partnership ici, il a demandé, certains de ses investisseurs, il leur a dit ceci: si vous voulez, si vous recherchez quelqu'un qui pourrait gérer l'argent aussi mieux que moi, ou bien mieux que moi, je vous encourage à aller voir Bill Juan, de Juan Caniff et Goldfarb. OK? Donc, vous pouvez le voir ici, c'était à peu près en 1900, je pense bien, en 1969, d'accord, quand il a arrêté de gérer l'argent venu de l'extérieur. Parce que d'aucuns pensent souvent que Berkshire Hathaway, c'est un hedge fund. Comme je dis encore une fois, ce n'est pas un hedge fund du tout. Ce n'est pas un fonds. C'est un conglomérat dans lequel il y a plusieurs entreprises, sur lequel également on retrouve ici le portefeuille de l'entreprise ici, parce que c'est une compagnie d'assurance à la base sur laquelle on a bâti plusieurs entités, chemin de fer, utilities, on vend même il y a même un segment ici qui vend des chocolats, ce genre de choses-là. Bref, on revient sur Juan Caniff et Goldfarb, ou également appelé le Sequoia Fund. Donc, vous allez voir ici qu'en termes de... c'est quel type d'investisseur on a. Parce que quand on va regarder sur Dataroma, il faut vérifier à peu près quel type d'investisseur on a présentement ici. À peu près, ici, on a du value investing, mais plus value quality, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le segment qualité est également important. Donc, ils n'achètent pas juste des entreprises parce qu'elles sont extrêmement sous-évaluées ici du point de vue quantitatif, OK? Donc, ils mixent les deux, d'accord? Donc, entreprise sous-évaluée avec avantage concurrentiel, OK? Donc, c'est ce qu'ils ont l'habitude ici d'acheter dans ce genre de portefeuille ici, avec également des perspectives d'avenir, des perspectives de croissance. La plupart des entreprises ici, voilà, par exemple, celle-ci, c'est une compagnie de croissance, celle-ci également, celle-là, et on peut également citer United Hill. Donc, on a assez d'entreprises ici qui représentent encore des entreprises de croissance en date d'aujourd'hui. Donc, ils n'achètent pas de la croissance à n'importe quel prix. D'accord? Donc, ici, quand vous allez regarder ce genre de portefeuille-là, on achète pour une raison, ou on ajoute pour une raison, on vend pour plusieurs raisons. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il a réduit du Google ici que vous allez forcément vous dire « Oh, il n'y croit plus ». Vous ne savez pas à quel prix il a racheté la compagnie. Et vous pouvez voir ici, Google, ils détiennent depuis 2010 du Google. OK? 2010, peut-être avant même. D'accord? Donc, il y a plusieurs entités ici. Il faut toujours aller vérifier à quel moment on les a achetées. OK? Moi, ce que je vais faire ici dans le portfolio, ce n'est pas d'analyser toutes les entreprises qu'on a ici, et en plus d'analyser quantitativement, encore une fois. Parce qu'ici, vous pouvez avoir un avis quantitatif positif, et quand vous lisez les éléments qualitatifs, tout s'effondre. Okay? C'est très important toujours de lire les rapports financiers. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est quantitativement sous-évaluée qu'elle représente forcément une opportunité d'investissement. Okay? Donc, c'est une potentielle opportunité d'investissement. Okay? Tant qu'on n'a pas lu les rapports financiers, le terme potentiel reste toujours en vigueur. Okay? Ici, sur ces entreprises-ci, je vais juste prendre 5 parmi les 5 ici qui, selon moi, peuvent encore représenter des opportunités d'investissement en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme je dis toujours, je me réserve toujours le droit de me tromper. Mais si vous pouvez, c'est le genre je pense que vous gagnerez énormément à suivre généralement les variations de portefeuille ici, d'accord? Parce qu'il y a toujours, au moins pour des idées d'investissement, d'accord? C'est uniquement à ça que ça sert. Bon, par exemple, ici, je peux voir qu'il a du Elevance Hill. Oh, c'est quoi cette entreprise-là? Compagnie ici qui exerce dans les services d'assurance ici, assurance santé. On peut à peu près se dire que c'est à peu près les mêmes concurrents à United Hill ici. Quelles sont donc les entreprises que je vais sélectionner dans ce portefeuille-ci? Et je vais avoir tendance à sélectionner des entités qu'on n'a pas tendance à mentionner ici. Parce qu'il y a tellement de belles entreprises, mais j'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes entreprises. OK, donc dans ce portefeuille-ci, d'accord,
quelle entreprise je pourrais citer en date d'aujourd'hui comme étant une opportunité d'investissement? La première que je vais mettre sur la liste, c'est Constellation Software, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais Constellation Software, ici, ils sont à peu près dans le segment ici des VMS, donc on appelle ça VMS ici, Vertical Market Software. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, il y a certains logiciels qui sont uniquement, spécialisés uniquement, enfin, qui sont destinés à des industries en particulier. Par exemple, donc ça répond à des questions spécifiques. Par exemple, si vous avez peut-être ici un restaurant, voilà, vous allez peut-être avoir ici un logiciel spécial pour les restaurants ici. D'accord? Tout simplement, quand on prend une commande ici, ça peut également faire la comptabilité directement, également vous pouvez également avoir une idée générale de la variation des stocks, etc. Donc, si on prend à peu près le même logiciel et qu'on va peut-être le donner ici à un salon de coiffure, ce n'est pas la même chose. Dans les salons de coiffure, on veut peut-être quelque chose qui nous permet de faire les réservations, qui nous permet à peu près de documenter les demandes de certains clients, le nombre de visites, ce genre de choses-là. D'accord? Donc, c'est à peu près ça. On appelle ça les VMS. Donc, maintenant, elle a une croissance ici essentiellement par acquisition. D'accord? Et qui dit ici acquisition, dit qu'on a besoin d'acheter continuellement. Et maintenant, on achète avec quoi? De la dette ou bien du cash? Très souvent, ici, elle préfère acheter avec du free cash flow. Elle ne distribue pas de dividendes. Enfin, techniquement, c'est encore assez léger, mais elle a les moyens de vous distribuer en date d'aujourd'hui 2,78%. Vous allez me dire que, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'une entreprise qui est négociée à 36 fois les bénéfices est sous-évaluée en date d'aujourd'hui? Tout simplement parce que la croissance potentielle est élevée ici. Le marché des VMS est un marché de plus de 100 milliards. Attention, de plus d'une centaine de milliards. Et c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Vu que c'est un marché qui couvre plusieurs secteurs d'activité, ok, il est extrêmement fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a de tout petits opérateurs. Voilà, une entreprise ici a peut-être un logiciel spécialisé ici pour les salons de coiffure, une autre ici vend des logiciels ici spécialisés pour les dentistes. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les secteurs d'activité. Donc, c'est un marché de 100 milliards et cette entreprise a 7 milliards à peu près de revenus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une compagnie canadienne et je vous encourage vivement à aller lire les lettres ici de Marc Léonard. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de Constellation Software sur Top Invest. Il me semble qu'on a déjà mentionné ça ici. Est-ce que j'ai déjà parlé de Constellation? Non, jamais parlé de Constellation Software. C'est bien dommage parce que c'est une entreprise extraordinaire. Ok, vous voyez cette entreprise ici, en date d'aujourd'hui, elle aura tendance à se négocier à 25 fois les bénéfices. Si on la prend à 25 fois les bénéfices, on va se dire que par rapport à 2024 ici, techniquement, on s'attend à des bénéfices nets ici. Attention, pour cette compagnie ici, les free cash flow sont plus élevés que les net income parce que vu qu'elle fait beaucoup d'acquisitions, elle déprécie énormément. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ici, que si on l'achète à 25 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend en 2024 ici, on s'attendrait un peu de 3 360 $ l'action. 3360. Aujourd'hui, elle cote à combien? 2682 $ canadiens. Je précise, je prends l'entité canadienne ici parce que c'est son marché d'origine. Donc, techniquement, ici, si on prend le 134 divisé par 2682, on a un rendement de combien? 4,99%, non 5%. Vous savez qu'on recherche du 8%, n'est-ce pas? Mais remarquez ceci. Ça ressemble à quoi ça? 44% de croissance, 30% de croissance. Quand vous remarquez ça ici, les analystes s'attendent à peu près à combien de pourcents sur les années à venir? L'estimation ici, elle est très proche de la réalité. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison également? Ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. OK? Maintenant, quand on va regarder le forecast ici, on s'attend à combien sur les années à venir? Donc, quand je mets l'estimé ici, on s'attend après 2024, on s'attend à une croissance moyenne de 29%. Je vais être gentil, hein. Et comme j'ai dit, c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. Tout simplement parce que même si elle a une croissance après 2029 ici de 5 à 10%, elle mérite avoir ce 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Ne me prenez pas sur parole, allez-y regarder surtout la taille du marché, les marges, etc. OK? Donc, ici, on s'attend à du 29% de croissance sur les années à venir, n'est-ce pas? Est-ce que je peux également aller vérifier cette information-là ici? Je peux également aller vérifier sur Yahoo Finance, mais bon, on va laisser ça comme ça. Donc, on va faire ceci. Je vais prendre on va prendre ici la moitié de ce montant-là, disons à peu près 15%. D'accord? Sur les années, jusqu'en 2029. C'est tout à fait possible ici. 15%, disons, par rapport, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disons, si on s'attend à ce que si les marges n'augmentent pas et que 15% de croissance des free cash flow équivaut ici à 15% de croissance des revenus, donc on a 1,15 exposant 6
On a un marché, on a une entreprise ici à près de 7 milliards 500 par là. Donc, techniquement, on pourrait s'attendre ici à du 17 milliards. Et c'est un marché d'une centaine de milliards, les amis. Comme je l'ai dit. J'ai dit une centaine ici parce que je pense même que le marché est même plus large que ça. OK? So, qu'est-ce qu'on constate ici? Si on se négocie, et là je suis dans la guesstimation, ne vous amusez pas avec ceci, faites attention, toujours aller connaître la taille du marché. OK? Donc, ici, si on prend 15 fois les bénéfices, excusez-moi, 15% de croissance uniquement, alors qu'on s'attend à peu près à une trentaine de pourcents ici. D'ici 2029, on devrait s'attendre à un prix aux alentours des 6 758 $. D'accord? Ce qui pourrait représenter ici une croissance moyenne de 15%. OK? 6 758 $. Donc, même à ce prix-ci, ça pourrait être sous-évalué. Tout simplement parce que la croissance future pourrait être aussi élevée que dans le passé. Et là, j'ai pris 15%. Parce que si on garde ceci, disons même, voilà, mettons 20%. Ça sera encore gentil. OK? On pourrait s'attendre à combien ici? À 25 fois les bénéfices, près à 8 361 $. Bref, on va se limiter là. Ce qui revient à dire ici que en date d'aujourd'hui, même en prenant en considération la moitié de la croissance attendue ici, d'accord, et la croissance, on ne la prend juste pas comme ça pour jouer avec des chiffres, on prend également en considération la taille du marché, ok, donc on sera à 270 $ ici, on demande de payer 2682 $ pour quelque chose qui pourrait nous rapporter d'ici 2029, disons, dans 6 ans, à peu près 270 $. Et encore, après 2029, il pourra avoir une certaine croissance. Donc, faites attention, aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de s'intéresser à Constellation Software. Point. Première entreprise sur la liste. Deuxième entité sur la liste ici, je prendrai la compagnie qu'on appelle, alors, si on a celle-là, donc on va prendre à peu près Charles Schwab. Charles Schwab, j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédemment. Je pense qu'on en a parlé quand l'entreprise était encore Charles Schwab. OK, on en a parlé ici, voilà. On en a parlé, l'entreprise était encore aux alentours des combien ici? On était encore aux alentours de 50, 55 $ l'action. Attention, ici, il faut regarder les bénéfices nets. OK, donc, on en a parlé. Je pense que je pourrais également la rajouter sur cette liste-ci. Donc, la vidéo est disponible sur la chaîne Top Invest. Ça, c'est la deuxième entreprise intéressante à aller regarder en date d'aujourd'hui. OK? La troisième entreprise sur la liste, c'est TSM. TSM, je n'en ai pas parlé depuis, mais je pense que la vidéo précédente reste toujours assez d'actualité. OK? On a une certaine remontée ici et c'est un business qui peut toujours se négocier une vingtaine de fois les bénéfices par là. OK? Même si on prend à peu près les craintes de la Chine, etc., il me semble que voilà. C'est un risque que certains vont accepter prendre, d'accord? C'est un risque que certains pourraient accepter prendre. Je dis bien certains. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant également à aller regarder. OK? So, après ça, on a Elevance Hill. On n'en parle pas souvent, mais n'oubliez pas également que les problèmes qui vont toucher, qui sont temporaires bien sûr, qui vont toucher ici United Health vont avoir tendance également à toucher Elevance Health. OK? Donc, on va se dire ici que c'est un business qui se négocie à peu près généralement à 15 fois les bénéfices. Elle est correctement évaluée ici. OK? Donc, elle est correctement évaluée. On s'attend également à une certaine croissance dans le futur. Donc, Elevance Health, ici, si on prend l'estimation des analystes après, et les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Ils sont également assez nombreux, ce que moi j'aime bien. Donc, si on prend les prévisions ici après, je dis bien après 2025 ici, on s'attend à une croissance moyenne de 12%. OK? Coupons la croissance en deux. D'accord? Je mets 6% à 15 fois les bénéfices ici. D'ici 2029, on sera à peu près une moyenne ici, un peu aux alentours de 797 $ l'action. Si on atteint le 797 $ l'action d'ici 2029, ça sera une croissance moyenne ici de 9,74%. La dette ici est assez correcte. Je pense qu'on peut repayer la dette ici avec les free cash flow en très peu de temps. Donc, on ne va pas dire ici que la dette est élevée. OK, donc il me semble ici qu'on a combien? On a à peu près 67 $ l'action de dette nette et c'est un business qui peut rapporter à peu près une quarantaine de dollars d'ici 2025. Donc, techniquement, au-delà de 2025, combien est-ce qu'on pourrait espérer, même à 6% ici de rendement moyen, alors que le marché s'attend à une douzaine de pourcents. Donc, j'ai coupé la poire en deux. On pourrait s'attendre à près de 53 $. Donc, la dette ici est parfaitement payable. Et encore, il faut regarder l'échelonnement dans le temps et le taux d'intérêt. Donc, Elevance Hills également ici, ça peut être intéressant à aller regarder en date d'aujourd'hui. OK? Mais n'oubliez pas, les problèmes qui touchent United vont avoir tendance à toucher cette compagnie-ci à court terme. OK? So, ça, c'est là, à peu près, on a cité Constellation, Charles Schwab, Taiwan, Elevance. Et la dernière sur la liste ici, bon, je sais,
Je ne vais pas être très original, j'en ai parlé également dernièrement, c'est Meta. Je continue à penser que Meta est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Oui, d'aucuns vont dire oui, mais ça a grandement augmenté. Meta en date d'aujourd'hui, on s'attend à 20 dollars l'action d'ici 2025. OK? 20 dollars l'action d'ici 2025 et en termes de prévision au-delà de cette période-là. Et comme je dis toujours, il ne suffit juste pas de prendre les prévisions au-delà, il faut également aller regarder pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à des prévisions pareilles. Ok, le marché s'attend à peu près à près de 27%. Je ne vais pas aller jusque-là, je vais juste prendre 10%. Au-delà de 2025. Prenons juste 10%. Et c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. C'est-à-dire que par rapport au prix actuel, on sera à peu près un potentiel de 720 dollars l'action. D'accord? Soit une croissance moyenne de 15%. Et pour tous ceux qui pensent que non, mais c'est pas peut-être possible, c'est peut-être impossible ici. Au pire des cas, ici, l'essentiel est d'abord de récupérer sa somme de départ. Donc, techniquement, on pourrait également s'attendre à une certaine période, à peu près à du 597 dollars l'action. Donc, ce n'est pas surévalué Tesla, Meta aujourd'hui. Faites très attention. D'accord, 25 fois les bénéfices ici, il faut regarder les bénéfices futurs. Même si on se base par rapport à ce qui est attendu en 2025 ici, si ça se réalise, et c'est un business assez prévisible, les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Je rappelle encore une fois. Ça ne veut pas dire que parce que les analyses sont optimistes, je vais me coucher chez moi, je vais dire, OK, donc je me base sur l'estimation des analystes, point, l'entreprise est sous-évaluée. Non, je dois chercher pourquoi. Qu'est-ce que la taille du marché? Est-ce qu'on a des nouveaux débouchés, etc. C'est important. Croissance des marges, c'est très important. C'est pour ça que j'aime acheter les compagnies de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Admettons qu'elles s'échangent à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici, on sera à 338 dollars. Par rapport à ceux attendus en 2025, assez raisonnable, 491 dollars. Donc aujourd'hui, on me demande de payer 289 dollars, un business qui pourrait me rapporter à peu près, disons, 20 dollars d'ici 2025. J'arrondis, d'accord? On me demande de payer 290 dollars ici. Ça représente à peu près ici 6,89% de rendement potentiel. Et encore, la croissance au-delà de 2025 pourrait être supérieure à 10%, ce qui est encourageant. OK? Donc ici également, est-ce que le forecast des analystes est de plus en plus optimiste ou bien pessimiste? Il est de plus en plus optimiste. 13 dollars, 19 dollars. 11 dollars, 17 dollars, d'accord? 9 dollars ici, 13 dollars. Donc, 11 dollars ici, bon, à part l'année 2022 ici qui est passée, on s'attendait à 11 dollars, on a plutôt eu 8 dollars 59, mais le 2023, 2024, 2025, de plus en plus optimiste. OK? Donc, si on récapitule à peu près toutes les entreprises qu'on a qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui, dans le portefeuille ici de Juan, Conif et Goldfarb, on a Constellation Software, Charles Schwab, Taiwan Semiconductor, Elevance Health et Meta Platform. Évidemment, on aurait pu rajouter Berkshire Hathaway, correctement évalué à mon avis, mais qui pourrait également bénéficier ici, au cas où il y a un ralentissement ici économique, pourrait permettre de racheter d'autres entités ici. Je ne mentionne pas cette compagnie ici parce que voilà, il faudrait aller regarder ici le taux de défaut ici sur les dettes, etc. Vous voyez également qu'ils ont du Eurofund scientifique. Ok, je pense que Eurofund scientifique, on s'attendrait également. J'attends que je m'attends à un meilleur prix que ça. Google, comme d'habitude, IC également pourrait être correctement évalué. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder toutes ces entreprises-là en portefeuille. Ok, évidemment, toutes les entreprises ici en portefeuille ne vont pas s'analyser quantitativement. Enfin, vous pouvez les analyser quantitativement, mais parfois ici, il faut faire une somme des parties. Par exemple, tout ce qui concerne Liberty Media ici, c'est important à aller regarder au-delà de ce qu'un logiciel comme Coifin. En fait, les logiciels comme Coifin ne sont pas adaptés pour ces compagnies-là. D'accord? Donc, il faut aller regarder en profondeur, s'il vous plaît. N'utilisez pas ces logiciels-là pour regarder tout ce qui concerne Liberty Media Corporation, Formula One Série C, Liberty Broadband Corporation, Liberty Broadband Corp. En fait, c'est la même entreprise, sauf que, en fait, je pense qu'on va avoir tendance à parler de John Malone un jour, mais voilà. C'est la même entreprise, sauf que vu qu'on a vu ici qu'on a des participations dans d'autres entités, ici on a tendance ici à émettre ici des cracker funds, je pense bien c'est comme ça qu'ils appellent ça, ou bien des cracker shares. Donc ça dit que des actions de suivi de la valeur de ces différentes entités-ci. D'accord? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Merci.